de me remonter, c'est d'accepter les mains tendues qui m'ont été proposées. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Toutes les 2 semaines, oui, mais pas aujourd'hui. En effet, aujourd'hui est le premier épisode d'une série de 3 épisodes sur la thématique du rebond que nous vous proposons en partenariat avec l'association Les Rebondisseurs Français. Et qui dit épisode spécial, dit format spécial. C'est donc aujourd'hui Elisabeth de Yaniro qui prend le micro pour interviewer Albert Schulman, serial entrepreneur, aujourd'hui fondateur de Scale Up Booster. Scale Up Booster accélère le développement des startups françaises et européennes sur les marchés américains et asiatiques. Et dans cet épisode, Albert adresse un sujet absolument tabou, l'échec et le rebond. Il relate sans retenue la descente aux enfers, puis la lente remontée qui lui a permis de renaître plus grand, plus fort et plus aligné. Le rebond est un sujet complexe, mais plus nous en parlerons, plus nous aiderons les entrepreneurs à dépasser ces périodes lourdes qui font pourtant partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale. Merci à Albert, rendez-vous pour le prochain épisode de ce cycle rebond et je vous laisse avec Elisabeth. Bonne écoute. Nous accueillons aujourd'hui Albert Schulman pour un podcast spécial rebond des entrepreneurs en partenariat avec les rebondisseurs français. Nous sommes au bar du Royal Monceau, un très bel hôtel décoré par Stark. Bonjour Albert, très bon anniversaire. Tu es mon aîné de 11 jours. N'exagérons pas. Encore un bélier entrepreneur. Décidément, ce n'est pas très étonnant. Je vais essayer de te présenter. Après plusieurs années d'expérience chez 3M, Kimberly-Clark, Alten Technologies, Bertin Services et Logiway, tu fondes BeBound, une start-up technologique avec une ambition, connecter les exclus à Internet. Plus de 4 milliards de personnes sont concernées en Inde et en Afrique notamment. Tu veux donner les moyens aux pauvres d'accéder à Internet et de développer leur business. On dit que tu es l'homme qui a failli connecter l'Inde. Aujourd'hui, tu es le fondateur de Scale Up Booster et membre du conseil numérique de l'Île-de-France, rotarien de plus. Fort de toutes tes expériences et de ta connaissance de l'écosystème des startups technologiques, avec la volonté d'accélérer le développement international des startups françaises et européennes, notamment sur les marchés américains et asiatiques, tu lances Scale Up Booster. J'espère que j'ai été fidèle à ton histoire. Je te laisserai me corriger. J'ai quand même une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de BeBound à Scale Up Booster ? Bonjour Elisabeth. Eh bien, oui, c'est fidèle. Oui, c'est fidèle, au moins sur la partie écrite. Évidemment, ça cache un peu toutes les méandres de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je me suis fait éjecter par les actionnaires de BeBound en juillet 2017 d'une façon qu'on va qualifier pour le moins de très inélégante de la société que j'avais fondée. Donc ça m'a emmené à quelques mois de dépression. Mais comme je suis une mauvaise herbe, mais les mauvaises herbes, ça repousse vite. Et grâce à mon environnement, ma famille, etc., j'ai pu remonter assez vite. Et puis effectivement, j'ai pu ensuite aller avec deux amis monter Scale Up Booster pour aider les startups à partir rapidement à l'international. On sait que le rebond, c'est un sujet très particulier en termes de process. Je vois que tu l'as vécu de façon peut-être un peu violente avec BeBound. En tout cas, j'ai retenu le mot débarquer. Je ne sais pas si tu as envie de nous en parler, mais plus peut-être du processus qui s'est engagé après pour arriver à faire repousser cette mauvaise herbe, justement. Quelles sont les petites recettes que tu pourrais nous donner qui peuvent servir à d'autres entrepreneurs qui peuvent se retrouver dans les mêmes sujets ? Alors, évidemment, je ne sais pas si mes recettes à moi vont s'appliquer aux autres, mais ce qui m'a aidé à rebondir rapidement, parce que 7 ans de sa vie avec un projet qui était le projet de ma vie, et rebondir en 4 mois, tout le monde me dit que c'est super rapide, donc je finis par croire que ça a été super rapide. Et ça a été très très fort émotionnellement. J'ai quand même passé 10 jours en institut psychiatrique. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été rapide parce que ça ne m'a pas affecté. Ça m'a énormément affecté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que j'ai lâché prise tout de suite. J'ai pas essayé de combattre l'idée que j'allais m'en sortir, récupérer des choses, etc. J'ai pas essayé de me dire c'est pas ma faute. Je me suis lâché tout de suite en me disant il faut que je comprenne mes propres erreurs. Parce que quand une chose comme celle arrive, évidemment,
toutes les erreurs et les mauvaises actions des uns et des autres, on peut les lister facilement dans ce chemin-là. On a souvent tendance à ne pas reconnaître ses propres erreurs. Or, ce qui fait avancer, c'est d'aller toucher du doigt la noirceur qu'on a soi-même à l'intérieur, ce qui nous a finalement pas permis de réussir ce qu'on aurait peut-être pu réussir. Et c'est exactement ça qui m'a permis de remonter vite. C'est que je me suis dit, je veux savoir quelles sont les erreurs que j'ai faites. Je veux comprendre ces erreurs. Et le fait d'être accompagné en l'occurrence par psychiatre et psychologue m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions. J'ai quand même une psychologue remarquable qui m'a posé 50 fois la même question, que je ne citerai pas parce que c'est très personnel, d'accord, mais qui m'a obligé à chaque fois d'aller plus loin dans la réponse. Et moi qui n'avais pas forcément une très bonne opinion de ce monde d'accompagnateurs psychologiques, je dois reconnaître que quand on tombe sur des personnes qui sont bien dans leur métier, elles arrivent à vous faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire tout seul. Donc ça a été ça. Premier conseil, c'est ça, c'est aller chercher ses propres erreurs, reconnaître qu'on a fait des erreurs et aller les chercher. Moi j'ai fait des erreurs dans la façon de faire confiance à des personnes à qui j'aurais pas dû faire confiance. J'ai fait des erreurs dans le fait que ça c'est un point important, quand on est entrepreneur et qu'on va vite, il y a plein de petits signaux faibles qui apparaissent et qui ne collent pas complètement au paysage. Des petites choses bizarres. On dit ça ne devrait pas être comme ça dans mon système de valeurs. J'ai un système de valeurs très très établi avec beaucoup de notions d'exemplarité. Ça ne colle pas, mais c'est pas grave. On se dit ça ne peut pas être parfait, et puis on n'a pas le temps, et puis ceci, et puis cela. Je crois que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est celle-là. Parce que tous ces signaux faibles, en fait, ce sont des signaux forts qu'on n'entend pas. Ce sont des signaux de attention, quelque chose est en train de se préparer, tu ne vois pas arriver. Plus ces erreurs de casting, entre autres, et ça fait partie des choses que j'ai faites comme erreur. Les autres choses qui m'ont permis évidemment de me remonter, c'est d'accepter les mains tendues qui m'ont été proposées. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes. Professionnellement, je ne parle même pas de la famille, parce qu'évidemment la famille est là. Une fois passé le moment, c'est toujours un moment où les gens disent je te l'avais dit. Alors ceux-là, il faut les mettre de côté. Et je te l'avais dit, il faut les mettre de côté. Ce sont des personnes qui servent à rien, qui n'apportent rien de positif, jamais. Donc ceux-là, il faut comprendre qu'ils sont nocifs, simplement nocifs, parce qu'ils sont toujours là pour donner une leçon quand il n'y a pas besoin. On n'apprend pas à nager quelqu'un en train de se noyer, ça sert à rien, c'est trop tard. Donc il y a ça, mais il y a un certain nombre de personnes qui m'ont tendu la main, et j'ai pris les mains qui m'ont été tendues. Je ne les ai pas rejetées, je ne me suis pas renfermé dans mon cocon, en tout cas pas très longtemps. Et ça m'a aidé à me remettre le pied à l'étrier. Même si j'étais pas en état, même si j'étais pas le même, parce quand on est affecté comme ça, c'est comme après un burn-out, on est plus que l'ombre de soi-même. Ils m'ont accepté comme tel, ils m'ont tendu la main comme tel, et je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux étaient passés par des schémas similaires. Et donc ils avaient, comme moi je l'ai maintenant aujourd'hui, une grande tolérance et donc une grande ouverture vers les personnes qui justement subissent des accidents de la vie. C'est intéressant ce que tu dis, je retiens notamment le fait d'être entouré, le fait d'aller très profondément en soi pour aller se ressourcer à l'intérieur pour comprendre ce qui a pu se passer. J'entends aussi dans tout ce que tu as dit de savoir faire la part des choses au moment où ça se passe sur ce qui peut être toxique et notamment les relations autour de soi qui amènent rien. Donc forcément ce genre de choses fait beaucoup baisser l'énergie, on est totalement à plat. La moindre indication de reprendre de l'énergie ou de reperdre de l'énergie est fondamentale en termes d'écoute de soi-même. J'entends aussi que avant que ça arrive, il y a peut-être des choses que tu aurais dû pouvoir écouter ou prendre en compte. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde du début jusqu'à la fin, ce qui est intéressant, c'est de savoir absolument prendre en compte son ressenti plus que son mental et arrêter de se dire que non, c'est pas grave. C'est écouter ce qui se passe dans son cœur, dans son corps, pendant, au moment et après, pour savoir l'utiliser plus correctement. Est-ce que ça retranscrit bien ce que tu as voulu nous dire ? Absolument. En fait, une chose qu'on fait souvent très mal quand on est entrepreneur, c'est que, en général, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être assez autonome. Et donc, il se met de la pression tout seul comme un grand. Et moi, je me suis mis trop de pression. Et donc, il fallait que j'en fasse trop. Il fallait que je compense en plus ce qui ne faisait pas forcément assez bien, avec un jugement assez abrupt, en tout cas en soi, parce que j'essayais de faire attention aux relations avec les uns et les autres, évidemment,
avoir conscience. C'est l'intérêt de ne pas avoir 25 ans en tant qu'entrepreneur. C'est que j'ai pris conscience au fur et à mesure des années de la différence qu'il y a entre la perception qu'on a des choses et la façon dont on communique à l'extérieur. Parce que sinon, on a vite fait de blesser les gens sans s'en rendre compte. Donc, il faut faire assez attention à mettre un coussin entre les deux. Mais il n'empêche que dans cette perception, on l'a quand même. Même si on a le coussin pour ne pas heurter les autres, on a quand même la perception d'une différence de vitesse. Et donc au bout du compte, on se met énormément de pression pour ce qui devrait être fait, pour la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ses actionnaires. Moi, j'ai toujours été très respectueux de l'argent qui m'était confié. On a quand même levé beaucoup d'argent chez Biband. Et respectueux, ça veut dire essayer d'en faire le meilleur usage possible, un peu en bon père de famille. Et donc c'est tout ça qu'on a du mal à comprendre quand on chute. C'est qu'on estime avoir bien fait les choses. On oublie que les agendas des uns ne sont pas forcément les agendas des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément que des raisons d'avoir été dégagé parce qu'on a fait des erreurs. Il y a peut-être d'autres raisons aussi. Mais qu'il y a quand même des raisons qui viennent de soi. Et que ces raisons qui viennent de soi, parce que si la boîte avait fait à l'époque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr qu'on m'aurait dégagé non plus. Alors est-ce que c'était possible ou pas possible, c'est une autre question. Mais voilà, je voulais juste être dans l'extrême du... Donc, reconnaître sa propre part d'erreurs et d'échecs, je pense que c'est la chose la plus importante à faire dans ce cas-là, parce que c'est arriver à construire sur ce qu'on a fait. Nelson Mandela disait dans la vie, je ne perds jamais, je réussis ou j'apprends. Tu me prends ma citation. J'adore Mandela. Enfin, en tout cas, ses citations. Mais lui non plus, c'était pas quelqu'un de parfait. D'accord. Personne n'est parfait. Voilà. Et donc, fatalement, on s'identifie à des modèles, des idéaux, et dans la vraie vie, c'est pas ça. L'idéal, c'est juste que la seule perfection de l'homme, pour une fois, c'était une phrase que tu n'avais pas, c'est sa perfectibilité, sa capacité à s'améliorer. Donc, à réfléchir sur les erreurs qu'il a faites, à essayer de les transformer pour être un peu meilleur la prochaine fois. Voilà, c'est juste ça que j'en ai retiré. C'est essayer de faire un peu mieux la prochaine fois. Et si on se remet dans le cadre des rebondisseurs français, qu'on connaît bien tous les deux, puisqu'on est très proches d'eux, on se dit qu'en France, on a parfois du mal, en tout cas l'écosystème français a du mal à reconnaître qu'un entrepreneur qui a été en échec est capable de rebondir et d'en faire quelque chose. Certains VC qu'on a rencontrés nous disent aussi que en France, on a du mal à faire ce travail d'introspection et de se remettre en cause pour pouvoir rebondir plus fortement après. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Je pense qu'en France, on est très très bon conceptuellement. On a plein de personnes très intelligentes qui comprennent très très bien ce qu'il faudrait faire. En particulier ceux qui ne sont jamais passés par là. C'est-à-dire que tu parlais des VC, mais il y en a plein d'autres, l'administration, etc. Il y a plein de gens qui comprennent parfaitement ce qu'il faut faire et qui ont plein de leçons à expliquer aux uns et aux autres, pas forcément à donner, parce qu'ils ne sont pas forcément dans une posture négative. D'accord. Il y a une grande différence pour moi entre l'idée qu'on se fait d'une situation et la réalité de la situation. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, il faut vraiment que tu fasses ton introspection, c'est vachement sympa, mais tant qu'on ne l'a pas fait, voilà, c'est du vent. Ce sont des phrases... Alors tout le monde le dit aujourd'hui, oui, il faut donner le droit à l'erreur. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout culturel en France. Est-ce que c'est par nos racines religieuses? Mais peu de religions qui sont très tolérantes d'ailleurs avec ça. Mais en tout cas, dans notre culture, c'est toujours le plus ancien qui parle. Quand on ne sait pas, c'est dans le doute, tais-toi. C'est vraiment ça. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Ne parle pas à mauvais escient. Culture très différente de la culture anglo-saxonne. J'aime bien cette petite histoire. Dans une classe de primaire en France, il y a la maîtresse qui demande combien faut 2 plus 2. Il y a un enfant qui lève la main. Oui, Jean, 3, madame. Et là, il se fait traiter de tous les noms, mais réfléchis avant de parler. Mais qu'est-ce que tu es bête. Alors, c'est un peu caricatural, l'éducation a évolué. Mais on est quand même dans cette dynamique de réprimande. Ce n'est pas bien, arrête de parler à mauvais escient. Aux États-Unis, la même chose. Combien font 2 plus 2 Oui, John, 3. Et là, la maîtresse répond presque. Ça veut dire quoi? Cette toute petite histoire, ça veut dire que c'est une question de prisme. Ça ne change rien à la situation. Que l'on considère que celui qui est tombé pour de bonnes, de mauvaises raisons, que c'est un loser ou que c'est pas un loser, ça change rien. Il est tombé. Mais l'enfant qui apprend à marcher, il tombe tout le temps.
On ne dit Bien pas sûr. que c'est un loser pour autant. Non. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, pour moi, l'escalier de la réussite, il est pavé d'échecs. Chacune des marches, c'est une marche d'échecs sur laquelle on a pris une espèce de savoir. Puis il y a des gens qui, comme moi, sont moins doués, donc ils ont plein de marches à franchir avant d'arriver au succès. Puis il y en a d'autres qui réussissent tout de suite, tant mieux pour eux. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle réussir. Moi, je pense que c'est réussir à devenir ce qu'on doit être en tant qu'être humain. La réussite matérielle n'étant qu'une partie de ça. C'est qu'un bout du chemin. Est-ce que, pour le coup, tout ce que tu viens de nous dire, c'est l'ambition que tu as aussi pour accompagner toutes les startups françaises et européennes dans le développement, notamment à l'international, mais tu vas nous en parler plus amplement. C'est ce qui a été le fondement, en fait, par rapport à toute cette aventure de ton côté, à fonder Scale Up Booster? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, l'envie que cette expérience ne serve pas à rien. Si ça sert qu'à soi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'une fois qu'on est mis en terre... Partage, toujours intéressant. Toujours la transmission, le partage. Moi, c'est un de mes grands... Ça a toujours été un de mes grands dadas. Deuxièmement, l'opportunité. Michel Kitarev, qui est un de mes associés aujourd'hui, était la personne qui était mon directeur d'accélération chez Biband avec notre partenaire USMAC. Puis après, il nous a rejoint à ma demande. Et c'est devenu mon directeur commercial. Et peu après mon départ, lui aussi, on s'est séparé de lui de façon pas toujours très élégante, mais moins pire que moi, si je puis dire, d'une façon très française quotidienne, si je puis dire, de l'époque. Toujours est-il que voilà, c'est un mélange de différentes choses. L'envie de transmettre, l'envie de partager, pas quitter le monde des startups, qui est un monde qui est fantastique. Moi, j'ai besoin d'un monde qui va très vite. Et le monde des startups va très vite. Et en même temps, un constat très fort qui est que en France, on a un pays qui est un des plus innovants au monde. Tout le monde le reconnaît. On sort un pitoyable 1,4 de croissance du produit intérieur brut, ce qui est quand même pitoyable pour un pays si innovant. Enfin, moi, j'ai appris que l'innovation, ça sert à la croissance. Sinon, il y a plein de métiers qui ne nécessitent pas d'innovation et qu'on pourrait déployer. On a péniblement 4 licornes, alors que l'Angleterre en a 15, l'Allemagne en a 8, et Israël, 9 millions d'habitants, ils en ont 12. Or, les licornes, sociétés qui valent dans la durée plus d'1 milliard d'euros en termes de valorisation, ce sont des startups qui entraînent tout un écosystème positif, dynamique, et donc qui a un rôle très fort en termes d'emploi. Enfin, l'emploi dans notre pays, c'est quand même pas ce qui brille le plus. On est plus près de la lanterne rouge européenne que de la lanterne verte, et depuis très longtemps. Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce chemin qui ne se fait pas entre l'innovation et le business que ça devrait générer derrière, et donc les emplois que ça devrait générer derrière. Et donc, Scale Up Booster a pour ambition d'essayer d'emmener les startups françaises à partir beaucoup plus vite et plus tôt à l'international. Sortir du dogme, fais tes preuves ici, ensuite tu pourras aller ailleurs. Pourquoi? Parce que fais tes preuves ici dans un pays qui est aussi lent, aussi engoncé dans ses processus, que ce soit l'administration, les grands groupes, etc. C'est dramatique. Enfin, c'est le temps de faire les choses. Et quand on sort pas de France, on ne rend pas compte. Mais quand on va à l'étranger, on se dit, mais on est fou furieux en France. On met 3 mois pour faire ce qui se fait en 15 jours ailleurs. Pour une start-up, c'est quand même dramatique. Parce que ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, pour arriver à faire quelques preuves, les concurrents, ils sont déjà beaucoup plus gros. Et donc, le marché est pris. Donc, on essaie de les entraîner, de les aider à aller beaucoup plus vite, pour gagner plus vite, pour prendre des parts de marché, pour que nos startups ne soient pas rachetées à 50 millions ou 100 millions, quand elles le sont, mais qu'elles grandissent, qu'elles deviennent grosses et qu'on ait des super leaders comme des Facebook, etc. à terme en France. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? On a tout ce qu'il faut. Sans continuer à parler business, même si c'est très intéressant, on a l'habitude sur ces podcasts d'essayer d'être aussi un peu dans l'introspection. Je te sens très enthousiaste sur son nouveau projet. On sent que ça t'a totalement reboosté. On a entendu dans la façon dont tu l'as exprimé beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que tu retiens le plus de toutes ces expériences qui va te servir aujourd'hui dans la réussite de cette nouvelle aventure? Ça, c'est une bonne question. Je retiens que il faut se faire confiance. Il y a un moment, on a tous une espèce de petite étoile à l'intérieur, et l'ensemble de notre environnement nous a toujours poussé à rentrer dans une norme. Et cette norme, elle n'est pas forcément complètement alignée avec l'étoile qu'on a à l'intérieur. Le développement de l'intelligence artificielle va nous obliger à devenir plus humains. Autrement dit, à mettre en avant ce qui fait notre différence
et non pas ce qui nous permet de rentrer dans une case. Parce que les cases vont être remplies par des robots ou par des intelligences artificielles qui le feront beaucoup mieux que nous, en tout cas toutes ces tâches répétitives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui fait qu'on apporte de la valeur, c'est à la fois cette capacité individuelle qu'on a, ces talents particuliers qu'on peut avoir, ces affinités, parce que le talent va avec l'affinité, on fait bien que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Alors, au niveau professionnel, il faut quand même trouver des choses qui soient compatibles. Si on a envie de faire que des choses qui sont bien pour des hobbies, je suis désolé, mais ça va être compliqué pour gagner de l'argent. Mais il y a un moment, il faut trouver quelque chose qui soit au croisement de ces éléments-là. Et surtout, transformer l'envie, la capacité en concret, et faire confiance à qui on n'est. Pas essayer d'appliquer des schémas. Moi, j'ai voulu appliquer des schémas de management qui n'étaient pas les miens, parce qu'on me disait c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il y avait plein de nouvelles modes. Et je me suis planté, mais alors, planté. C'était violent. Parce que finalement, quand on n'est pas bien dans son sillage, les choses ne passent pas bien. Ce que je retiens du coup, c'est très intéressant parce que c'est pas qu'un discours à la mode, c'est que la singularité de chacun peut apporter quelque chose, même si on sait qu'il y a quand même toute l'expérience de tous ceux qui est autour de nous qui peut être intéressante, mais de comprendre qu'à un moment donné, on a chacun quelque chose à dire et qu'il faut oser le dire. Est-ce que c'est des choses que tu développes avec les startups que tu accompagnes pour que les fondateurs soient plus ouverts ou plus... Est-ce que c'est des sujets que vous abordez ensemble ? Oui. Alors, pas tout le temps évidemment, mais oui. Quand j'accompagne une startup, quand on accompagne une startup, le but c'est de l'aider à faire le mieux possible, le plus vite possible. Et donc le fait d'être passé par toutes ces épreuves et ces introspections me donne, en tout cas je l'espère, une capacité à lire un petit peu les stigmates de certains entrepreneurs, parce qu'il y a des choses que je retrouve forcément. Et le but c'est de les aider à arrêter de travailler, comme on demande en France, de travailler les faiblesses pour être moins faible. Non, travaillez vos forces. Les Américains sont les meilleurs du monde en business pour une raison, ils travaillent leurs forces, pas leurs faiblesses. Steve Jobs avait plein de faiblesses, il en avait rien à faire. C'était juste un des hommes les plus géniaux qui existaient parce qu'il a travaillé ses forces. D'ailleurs, depuis qu'il n'est plus là, Apple n'est plus tout à fait Apple non plus. C'est différent. Et donc, comprendre qu'aucun être humain n'est parfait, que le 14 partout n'existe pas, et qu'il vaut mieux avoir 18 dans 2 matières et des notes déplorables dans d'autres, c'est pas grave. Après, l'intelligence de l'entrepreneur et de ceux qui l'accompagnent, c'est de l'aider à positionner autour de lui des personnes qui vont le complémenter. La retraite de Russie était une retraite dramatique parce que la logistique n'a pas suivi. En fait, on l'oublie énormément. Un entrepreneur, c'est pas une personne, c'est une articulation d'écosystèmes internes et externes pour permettre de complémenter les faiblesses de l'entrepreneur pour que l'ensemble soit plus fort. Et quand le drive est très très fort, dans ce cas-là, l'ensemble est beaucoup plus fort. C'est aussi très intéressant ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup. Forcément, en tant que coach Yaniro, on rencontre régulièrement dans nos coachings un certain nombre de sujets qu'on adresse avec nos fondateurs et cofondateurs. Donc la complémentarité, c'est un sujet qui est très très fort et dans cette complémentarité, il faut forcément que les cofondateurs aient au moins fait l'exercice de comprendre ce qu'ils sont eux-mêmes, surtout quand ils sont plus jeunes, ce qui fait leur force pour justement arrêter de perdre de l'énergie à faire des choses qui les diminuent en termes d'énergie. Mais du coup, je rebondis sur un sujet précédent que tu as abordé quand on a été côté Biband. Et dans cette complémentarité, quel rôle ou quelle place on donne à la confiance ? La place maximum. Alors quand on est dans le bon système de management, c'est-à-dire qu'il vous convient bien, ça se passe bien. Quand on est en train d'essayer de coller des systèmes de management qui ne sont pas les vôtres, c'est plus compliqué. La confiance, ça veut dire aussi accepter que les autres fassent différemment de vous, d'être clair sur les objectifs. J'ai essayé de faire tout ça, mais même ça, je ne l'ai pas forcément bien fait, sinon je n'aurais pas été là où j'ai été. Je pense qu'il y a une grande erreur que font énormément de start-upers et que j'ai faite. C'est de confondre vitesse et précipitation, et en particulier en termes de recrutement. De faire du recrutement par de l'effet d'aubaine, de personnes « Oh, il est super bien, il va nous apporter les machins », sans se poser vraiment la question de savoir quel type de personne il faut à ce poste-là. Et comme on veut aller très très vite, et la plupart des startups que je connais qui ont un peu grossi, au-dessus de 10 personnes sont dans le cas, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On prend les personnes qui ont l'air d'être super bien recommandées, etc. On ne va pas beaucoup plus loin sans se rendre compte que leurs modes de fonctionnement ne sont pas forcément compatibles ou qu'ils n'ont pas forcément la bonne lecture des choses. En tout cas, que ce ne sont pas les bonnes personnes. On ne peut pas faire un numéro 1 mondial avec des seconds couteaux. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, la question qu'il faut se poser, c'est quel type de personne je recherche par rapport à ce que je suis en train de construire.
Et ça, il n'y a que le fondateur ou les fondateurs qui peuvent le faire. Et pour rebondir sur ce que je disais sur les fondateurs, moi, ce que je demande beaucoup aux fondateurs, que ce sont plusieurs qui ont monté leur boîte, avant de travailler avec eux, c'est s'ils ont déjà passé un temps de 2-3 jours juste ensemble pour s'amuser, discuter et se dire simplement ce qu'ils attendent de l'aventure. On se rend compte qu'ils n'ont pas forcément tous le même objectif. Il y en a un, il veut gagner quelques millions si ça part bien, parce que comme ça, il pourra s'amuser à faire de la voile. Un autre, il dit qu'il veut devenir numéro 1 mondial. C'est important de savoir dans quelle direction les uns et les autres veulent aller pour éviter les grandes surprises au mauvais moment. Parce que tant qu'on est en développement, ça se passe bien, mais quand on passe en accélération et qu'on commence à plus avoir le temps, là ne ressort que le pire de chaque être humain. Parce qu'en général, c'est le manque de temps qui nous fait sortir le pire. Et c'est souvent là que les choses explosent. On voit d'ailleurs dans les accélérations, avec les levées de fonds, avec l'évolution de la vie aussi, les années font que les jeunes entrepreneurs peuvent aussi à un moment donné changer de type de vie. Ils sont moins seuls que ce qu'ils étaient au démarrage, moins libres parfois, et d'être bien calé entre fondateurs pour être sûr qu'on est toujours aligné sur ce que l'on veut faire, où on veut aller, sur quelle mission, quelle ambition individuelle et collective. C'est un sujet qui est très souvent un des sujets que l'on coach dans le sujet entente entre associés. Et pour autant, au départ, c'était toujours 3 copains qui s'entendaient très bien. Enfin, je dis de copains parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de copines dans cet espace-là. Malheureusement, c'est vraiment une femme qui le dit. J'aimerais qu'il y en ait un peu plus. Il y a beaucoup de duos féminins. Il y a des duos féminins, mais peu de trios, mais il y a beaucoup de duos. Et de temps en temps, quand même, il y a quelques femmes qui se lancent. Dans la technologie, il y en a quand même un petit peu moins. C'est souvent des duos qui sont sur d'autres sujets. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet de comment on fait pour féminiser aussi ce monde-là. C'est un monde aussi qui est un peu difficile. On voit aussi dans des personnes qu'on coach quand il y a aussi une charge familiale avec plusieurs enfants, même si le couple est très stable pour pouvoir se partager un certain nombre de choses. Être entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et quand on veut être aussi une bonne maman, c'est pas toujours simple à gérer très facilement. Mais bon. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné. Alors, les gens de passionnés sont des gens qui sont fantastiques en termes d'intérêt, mais qui sont absolument invivables parce qu'ils sont habités par leur passion. Et l'entrepreneur, c'est pareil. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que, en tout cas sur l'accélération, tu parlais tout à l'heure de la vitesse de s'implanter à l'international pour être sûr que son marché soit pas pris. La vitesse complique plus les choses que peut-être à notre époque. On a le droit de se le dire. On a vécu d'autres choses avec d'autres vitesses aussi. On a tous les deux le même âge. Je trouve qu'aujourd'hui, cette vitesse est assez rude dans la vie de l'entrepreneur par rapport à son investissement et au déploiement. Parfois, le succès arrive plus vite que ce qu'il arrivait à notre époque à nous. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent parfois en 3 ans, 5 ans, ça va presque vite dans une vie. Nous, on avait une vie qui était plutôt basée sur 40 ans de bons et loyaux services. Sur la vitesse, par rapport à toutes les personnes que tu rencontres, qu'est-ce que tu pourrais donner comme meilleur conseil pour que justement cet alignement à plusieurs pour prendre la trajectoire de la vitesse soit le plus facile pour eux? Bon, pas merci pour la question. D'abord, être d'accord sur les objectifs individuels, être clair sur les objectifs de chacun, être clair sur les rôles de chacun et sur comment ils vont le faire, évidemment. Les bandes de copains où ils parlent tout le temps ensemble, c'est plutôt bien. Parce qu'ils ont normalement vécu des fins de soirée, des choses comme ça, où il fallait s'aider les uns les autres. Et donc, ils ont appris à accepter l'autre tel qu'il est. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Le problème, quand il y a une équipe de 3 personnes qui font une société, c'est-à-dire qu'ils vont squatter les postes clés. Ça présuppose qu'ils soient de même niveau aussi. Parce que si la boîte a un avenir pour devenir une des meilleures boîtes dans son domaine en France et aux États-Unis et dans le monde entier, ça veut dire que les 3 sont au niveau pour le faire. C'est pas toujours facile. Donc, et quand on dit niveau, on dit niveau d'engagement, niveau intellectuel, niveau compétence, ça peut être tout ça. Ça peut être, en fait, c'est le patron d'une start-up, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir le difficile métier de passer de homme orchestre à chef d'orchestre. Et ça, il peut y en avoir qu'un seul dans une boîte. Il peut pas y en avoir 3.
Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va être leader nécessairement. 3 qui sont également répartis. Je l'ai rarement vu que ça fonctionnait. Ça fonctionne parfois, hein, mais c'est assez rare. Il y a forcément un qui va aller plus vite que les autres, qui a ce vrai talent pour passer de comprendre qu'il y a un moment il faut lâcher les choses pour pouvoir en faire d'autres, et qui sait le faire avec un peu de talent ou avec de l'accompagnement si c'est pas que du talent. Donc le niveau, c'est la capacité individuelle et le réalisme par rapport à la capacité qu'a chaque individu de remplir un rôle ou pas. Typiquement, le fondateur CTO est un pilier indispensable d'une startup de techno. Mais après, la question, est-ce qu'il veut être patron technique des développements? Est-ce qu'il veut être CTO? Est-ce qu'il veut être devant la scène? Pas devant la scène? Ce sont des sujets extrêmement importants parce que ça va dépendre de son tempérament, de ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie plutôt, lui, de continuer à faire du développement de la techno et puis de rester un petit peu plus dans l'ombre, ou est-ce qu'il a envie d'être devant? Ce sont des vrais sujets. Et on se fait parfois des illusions par l'enthousiasme. En fait, quand on crée une émulation au sein d'un groupe de 2, 3, 4 fondateurs, plutôt 3, 4, les individus ont tendance à se rentrer un peu dans des personnages, parce que la personne qui est dans le groupe est une persona, c'est pas eux-mêmes, c'est une partie d'eux ou une construction d'eux. Alors c'est un peu bon, mais c'est fondamental de comprendre ça, parce que ça veut dire que derrière il y a un individu qui fonctionne différemment et qu'à un moment cet individu va ressurgir. Et c'est ça qu'il faut creuser ensemble. C'est toutes les rigolades qu'on a ensemble, d'accord, c'est une partie de ta personnalité. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre partie, c'est quoi? Tu aspires à quoi? Et quand on est clair là-dessus, on est clair sur la répartition des rôles, et ça se passe 1000 fois mieux. Tu sais que tu fais très plaisir à Yaniro en disant ça. Parce que notre slogan, c'est arrête d'avoir ton masque d'Iron Man et montre-nous la vraie personnalité qui est derrière toi. Je suis désolé, je ne savais pas. Et notamment, Luke Skywalker dans Star Wars, quand il a commencé, il était fermier dans le désert. Il n'était pas avec la force aussi développée qu'il avait. Et que tout se travaille, mais que pour autant, l'écosystème fait qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs portent un masque, qui est le masque qu'il faut qu'ils portent tous les jours, pour pitcher, pour lever des fonds, pour aller voir des clients. Mais finalement, l'arrière de la scène n'est pas toujours aussi simple, individuellement et collectivement. Mais si les 3 fondateurs ou 4 fondateurs ne connaissent pas l'arrière de scène, même s'ils continuent à jouer un rôle, ça ne se passera pas de la même façon. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit au moment de ton échec. C'est très compliqué d'aller au plus profond de soi sans avoir quelqu'un qui aide à tirer les sujets ou les ficelles pour arriver à sortir le plus profond de ce que l'on a besoin d'aller chercher. Et c'est là où, dans l'engouement des jeunes start-upers d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a quand même énormément de choses à faire pour être sûr que tout le monde soit bien aligné pour aller le plus vite possible. En dehors du fait qu'on a une économie qui est un peu ralentie. Oui. Mais il y a aussi, je pense que les Français en général ont un pessimisme naturel que les anglo-saxons n'ont pas. Donc forcément, prôner l'optimisme, c'est un sujet super important. Est-ce que ça, tu le rencontres aussi dans la façon dont s'expriment les entrepreneurs autour de toi ou les start-upers autour de toi sur mais comment on fait pour regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide? Je trouve que les entrepreneurs sont assez positifs, en fait. C'est vraiment la partie de la population française qui est le plus dans la construction, dans l'espoir. En fait, ce qui rend les gens malheureux, c'est la perte d'espoir. Et quand on est entrepreneur, on est plein d'espoir. Donc on est forcément très positif. Pour revenir sur juste le point d'avant, sur la partie rebond, en fait, ce qui est très difficile quand on tombe et qu'on doit rebondir, c'est de passer de l'image de celui à qui tout réussissait, qu'on est le meilleur du monde, à en fait, c'est un loser. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on nous catégorise. La France est d'une binarité dramatique. On est, c'est un entrepreneur à succès, et après, en fait, c'est un loser. Et en tout cas, l'image qu'on a de soi-même, qui est celle d'un loser, c'est pour ça que c'est important d'aller au fond de soi. Parce que ça permet d'aller faire le tri aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça, ce sont mes erreurs, mais ça, j'ai pas fait d'erreur. C'est vertueux aussi, il y a un côté double face. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il est indispensable d'aller au fond de soi. C'est pour reconnaître le noir et le blanc, pour reconnaître les deux parties de sa propre binarité. Parce que c'est ça qui permet de comprendre qu'on n'est pas bien ou pas bien. On n'est pas un loser ou un winner. On est un individu qui a des accidents, qui a des hauts et des bas. Et plus on construit par rapport à ces bas, plus les hauts seront forts.
Et les entrepreneurs, ils sont à C'est fond dans la important, réussite. Ce que tu dis, plus les hauts seront forts. Ça veut dire aussi que dans le rebond, c'est une force. Oui, parce que plus on a touché le bas de l'intérieur de soi, plus on a conscience de qui on est en réalité, avec ses forces et ses faiblesses, et donc plus on a la capacité de laisser briller la lumière qu'on a en nous, et de faire tomber un peu tous les oripeaux de tout ce qu'on nous a obligés à mettre autour de nous, et d'être juste nous-mêmes. Moi, aujourd'hui, je suis plus moi-même que je n'ai jamais été. Je m'accepte comme je suis. Alors peut-être qu'il y en a qui l'acceptent à 30 ans, moi il m'a fallu des années, chacun son chemin de croix, si je puis dire. Mais fondamentalement... On était peut-être plus enfermés dans notre éducation aussi. Oui, peut-être. Ouais, puis Parce qu'on a une génération qui est plus libérée que nous. Oui, elle est plus libérée que nous, mais elle n'est pas toujours très réaliste non plus. Donc on a toujours un mélange de force et de faiblesse. Ça apporte des forces en plus. Mais très soumis. Avec les réseaux sociaux, ils sont très soumis au mode. Moi, je suis sidéré de voir à quel point une partie de ces nouvelles générations est soumise au mode. Et voilà, il y a des courants, il faut être comme ça. Et si on pense pas comme ça, c'est qu'on a tort. Bah non, j'ai juste le droit de penser comme je pense. Ça veut pas dire que je suis bien ou mal, c'est que je pense différemment. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as dit juste précédemment, c'est le fait d'être capable de vraiment regarder l'ensemble de ce que l'on est profondément et du coup de se détacher beaucoup plus du regard des autres, qui fait que finalement le jugement, il n'y a que soi-même qui peut le faire. Il y a certainement des gens autour de soi bienveillants qui continuent à nous aider sur ce genre de sujet, mais de bien faire la part des choses mais finalement on m'avait on m'avait montré que j'étais un winner. J'ai suivi un chemin, je me suis pris les pieds dans le tapis, qui fait que je pourrais être un loser, mais je suis un loser qu'au regard des autres, alors que je suis toujours winner. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire, je sais toujours le faire. Même mieux que ça, d'abord on apprend de ses erreurs, et puis surtout, plus on est heureux en soi, plus on a gagné en fait. Parce que la réalité des choses, c'est si demain j'avais 150 ou 200, 300 millions d'euros, je suis pas sûr que je serais plus heureux qu'aujourd'hui. L'argent, c'est pas. Il faut de l'argent pour pas être malheureux, évidemment, parce qu'il y a aussi différents étages de la pyramide de Maslow. Mais fondamentalement, arriver à reconnaître qui on est, et c'est à ça aussi que servent ces épreuves. Et le rebond sera d'autant plus fort qu'on s'accepte, et qu'on accepte que quand les gens vous disent ouais, mais quand même, t'es quand même insupportable pour ça. Oui. Mais non seulement mais je revendique, je suis comme ça et je ne changerai pas. Voilà. Et donc vous m'avez aimé jusque-là comme ça, vous allez continuer à m'aimer comme ça, ou alors vous ne m'aimerez plus, mais moi je ne vais pas changer. Je ne suis plus dans une dynamique. Évidemment, on fait quand même attention à certains des gros défauts, parce qu'il y en a qui sont insupportables pour les autres. On a tous des petits des trucs qui sont plus ou moins supportables par les autres. Donc il faut quand même faire un peu attention à ne pas heurter les autres. Mais sinon, fondamentalement, attirer vers soi les gens qui sont attirés par ce qu'on est et pas par ce qu'on représente ou ce qu'on a essayé de représenter. Et c'est à ça que ça sert aussi, le fait de rebondir. C'est d'être plus conscient de qui on est. Moi, en rebondissant, j'ai un peu changé un certain nombre de personnes que je voyais, mais ça s'est fait naturellement. Parce que finalement, j'ai attiré des personnes. Naturel. Voilà. J'ai attiré des personnes qui avaient rebondi, des personnes qui avaient eu des accidents, des personnes qui avaient été obligées de trouver la force en eux. On a la sensation que tu as fait vraiment le tour de toi sur énormément de sujets, que tu te connais beaucoup mieux aujourd'hui, que tu laisses, de toute façon, la connaissance est sans fin. Ça, je pense que la vie nous l'apprend tous les jours. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est finalement le partage de ce genre d'expérience fait la force du collectif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là ? Eh bien voilà, en fait, quand on sort d'une épreuve comme celle-là, on a envie, enfin en tout cas moi j'ai eu envie d'être utile. Et ce qu'est le booster, c'est ça, c'est être utile aux autres dans ce que je peux apporter. Mais c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les rebondisseurs français, c'est parce que je crois que l'approche de l'échec doit changer en France, que les entrepreneurs doivent comprendre qu'être entrepreneur sans avoir eu d'échec, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais entrepreneurs, il y a des gens qui ont de la chance, mais je suis persuadé que si on creusait un peu, ils ont aussi eu des moments difficiles. Et que de rejoindre la communauté des rebondisseurs français, c'était de rejoindre une communauté de personnes qui reconnaissaient qu'ils ont eu des échecs et qui, au lieu de prendre ça comme quelque chose de négatif, le prennent comme quelque chose de positif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en Silicon Valley, les investisseurs n'investissent des grosses sommes que dans les entrepreneurs qui peuvent démontrer qu'ils ont déjà planté une ou deux boîtes. Parce qu'ils savent pertinemment que l'entrepreneur va rater une fois, deux fois ou trois fois. Et que donc, si on le finance trop vite, trop fort, sauf quelques exceptions, mais on ne peut pas faire une règle à partir des quelques... eh bien, si on y va trop tôt, on va perdre son argent.
parce qu'on va être l'investisseur qui va financer l'apprentissage de l'entrepreneur. Alors que nous, on voit ça comme... Non, les VC disent tous, tous les financeurs VC et autres disent tous que c'est très bien, il faut avoir fait des erreurs, etc. Ça, c'est la théorie. N'empêche qu'ils investissent beaucoup plus dans ceux qui ont déjà réussi, même s'ils se plantent 4 fois derrière, que dans ceux qui n'ont pas réussi. Et du coup, je rebondis quand même sur un sujet par rapport à ça, parce que ça m'intrigue un peu, parce que c'est très controversé entre la France et les États-Unis, par exemple. Mais est-ce que tu crois que les start-upers étrangers ou américains sont des gens qui se connaissent mieux, qui ont eu un parcours peut-être scolaire ou cursus éducatif qui leur a permis de se connaître mieux en tant que personne, qui fait que finalement ils développent plus facilement aussi leur talent et leur capacité de résistance à l'échec? Alors, parler en général serait un peu compliqué, parce qu'avec les cultures différentes qu'on a en Asie, etc., et chaque culture influence la capacité de l'entrepreneur. Je dirais que l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est une industrie. Et ça commence dès l'âge de 6-7 ans où les enfants sont amenés à pitcher devant leur classe souvent. Donc ils sont amenés à se mettre un peu à nu devant les autres très rapidement. Et toute la partie éducative aux États-Unis, où ils ont régulièrement l'occasion de montrer leur propre face noire, et pourtant c'est pas rédhibitoire. Alors que nous, on reste dans un monde très policé où on essaie toujours de se présenter bien, d'être toujours bien, de se comporter comme il faut. Donc finalement, on garde ça vraiment bien à l'intérieur. Le garder à l'intérieur, ça ne permet pas de le confronter. En plus, je pense que dans ce domaine-là, les hommes ont un grand handicap par rapport aux femmes. J'ai le sentiment, et j'ai peut-être tort, j'ai le sentiment que dans l'adolescence, les filles parlent plus ensemble de choses personnelles que les garçons. Donc nous, garçons, on est pipi plus loin, on est très fierté, etc. Et donc finalement, il y a plein de choses qu'on a mis à l'intérieur qu'on ne sait pas bien sortir. Et donc la confrontation avec la réalité est parfois plus dure. On a d'autres qualités. Enfin, hommes et femmes ont des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses. C'est pas le sujet, mais je pense que dans ce domaine-là de la reconnaissance... Oui, exactement. Je sais plus. Mais... par exemple, les femmes, j'étais à plusieurs colloques ou plusieurs réunions d'entrepreneuses avec Empower, etc. Et souvent, les femmes ont ce que les hommes ont rarement, c'est le complexe de l'imposteur. Si elles connaissent pas tout parfaitement bien, elles ont l'impression d'être prises pour des imposteurs. Non. Non, on n'a pas besoin de tout savoir pour être un imposteur. Donc, hommes et femmes ont chacun... alors, c'est une généralité abusive, évidemment. Il y a des femmes qui ont des mêmes comportements que les hommes et inversement. Je ne vois pas qu'on croit non plus que je mets des gens dans des cases. Mais il y a quand même des choses qui sont... Oui, on peut aider les personnes en fonction de qui ils sont. Et qui ils sont, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment la différence de sexe, la différence d'orientation, la différence de vision de la vie. Tout ça, ce sont des éléments qui nous composent, de religion, etc. Et il faut arrêter de voir ça comme étant des choses qui sont... on met dans une case où on pointe du doigt, mais simplement comprendre que ça fait partie des multiples facettes. C'est ça notre richesse. La richesse, c'est d'être à la fois un genre, une orientation sexuelle, une religion, une éducation, un endroit d'où on vient, des lectures qui nous intéressent. C'est ça qui fait ce qu'on est. Et arrêtez de croire qu'on va vous pointer du doigt parce que vous êtes ça ou ça d'une petite partie de ce qu'on est. Moi, je suis tout ça. Voilà, je suis tout ça et je le revendique avec ma différence. Et pour le revendiquer, il faut bien se connaître. Il faut au moins l'accepter déjà. Bien se connaître, en tout cas, essayer de se déjà connaître. Accepter de savoir répondre à la question qui je suis et non pas qu'est-ce absolument. Que j'ai. C'est intéressant. Tu m'as lancé une perche énorme. C'est important pour les enfants de montrer l'aspect de leur personnalité, y compris le côté un peu plus noir. Si toi tu devais dire qu'est-ce qui me reste encore dans mon ombre, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui me reste encore dans mon ombre? En toute humilité, pas grand-chose dont je sois conscient. C'est-à-dire que c'est une bonne réponse. Il y a sûrement des choses qui me poussent encore, parce qu'en fait on est tous poussés par des choses dont on est conscient, des choses dont on n'est pas conscient. Et il y a sûrement des choses qui continuent à me pousser malgré moi. Par exemple, je suis un compulsif sur le chocolat. Voilà, et j'essaye de me contrôler. C'est un des rares domaines dans lesquels j'arrive pas à me contrôler. Tu me mets du chocolat, je le prends. Voilà. Et j'aime le chocolat, mais tous les chocolats, c'est vraiment c'est dramatique. Donc je sais que j'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai arrêté de fumer il y a longtemps et je ne reprendrai jamais. J'ai pas envie de reprendre. Donc je sais que je suis capable de me contrôler, de prendre le contrôle sur moi-même. Mais le chocolat, impossible. Donc je sais que j'ai encore des noirceurs au fond de moi que je n'identifie pas. Le chocolat que la cigarette. Enfin, je ne sais pas. Socialement, c'est plus facile. Ouais. C'est bien. On arrive à la fin de notre podcast.
J'ai une dernière petite question, un peu piège, qu'on aime bien poser. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais, que tu rêverais de poser, qu'on te pose, ou quel est le sujet que tu aimerais traiter sur lequel on ne te sollicite jamais? En fait, si j'y réfléchis un petit peu, comme je suis quelqu'un de très, plutôt de tempérament leader, j'avance assez vite, je donne une impression de grande détermination. Personne ne me pose la question de savoir est-ce que tu en as envie ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie ? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux ? En fait, les gens partent du principe que je suis très volontaire, je sais dire oui, je sais dire non, je sais arrêter quelqu'un quand ça ne me convient pas, sans le brusquer. Donc on part du principe que je maîtrise tout. Mais c'est pas vrai. Il y a des fois, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on me dise mais est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu en as envie ? Et finalement, ça n'arrive pas très souvent. Alors je parle pas de ma famille, évidemment, c'est particulier. Hein. Ça, c'est un domaine privé. Mais finalement... L'intimité, c'est toujours très différent. Mais on se rend compte qu'on est tellement dans des schémas. Attends, celui-là, il est fort, donc il doit être super fort. Moi, ma force, elle est constituée de faiblesses que j'ai assumées et que j'ai construites derrière. Donc, si tant est que je sois fort, encore une fois, hein, c'est une impression personnelle. Mais elle est pas uniforme. Et alors, quelle est ta prochaine envie ? La prochaine envie, c'est celle que je suis en train de construire en ce moment. C'est l'envie d'être utile. Voilà, l'envie de servir aux autres. Et de gagner ma vie par conséquence, et non pas l'envie de devenir riche. Moi, c'est un truc qui m'a jamais animé, l'envie de devenir riche. C'est-à-dire que la richesse, la puissance, le pouvoir, ce sont des choses qui m'ont jamais fait rêver. Voilà. Parce que je pense que c'est éphémère. Quand on cherche ça, pour moi, ça veut dire qu'on est poussé par des démons qui vous dominent. Ce qui ne veut pas dire que j'ai envie d'être un ermite dans ma grotte non plus. Enfin, je ne suis pas dans les extrêmes. On le sait aujourd'hui, le sens, l'impact, ce sont des sujets, c'est pas que des mots. Non. Voilà. Même si on a été dans une société de consommation qui s'est beaucoup développée avec le capitalisme. Avec ses bons côtés aussi. Hein. Avec ses bons côtés, bien sûr, mais on sait aujourd'hui qu'il y a quelques sujets obsessionnels qui, quoi qu'il arrive, si on va côté psychologie, ont toujours été des sujets qui ne changeront jamais et qui ne peuvent pas être satisfaits, quoi qu'il arrive. Donc, forcément, voilà, moi j'ai envie de continuer à être heureux, me lever le matin avec plaisir. Ouais, c'est bien. Écoute, voilà. Albert, je te remercie et donc, beaucoup. Si je peux aider les gens à rebondir, je ferai avec grand plaisir. Écoute, évidemment. On est à ce service-là aussi, pas de la même façon et pas avec le même angle. C'est un sujet qui est très important pour nous aussi. On fait partie des gens qui ont rebondi. Donc, on est très sensible à ce sujet. Tu sais pourquoi ? C'est important d'être avec une communauté de personnes qui est sensible à ce sujet-là. C'est parce que fondamentalement, on porte les mêmes valeurs. La seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est de fréquenter des gens qui ont les mêmes valeurs, si on raisonne sur les mêmes choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. C'était un plaisir de t'interviewer. Partagé. Et à très bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.